Salut, moi c'est Laura et bienvenue sur Les Merveilleuses. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en fait du reflux gastro-œsophagien. Vous avez certainement vu des quantités de contenus sur internet parlant du reflux gastro-œsophagien ou RGO. Vous avez aussi vu des articles sur le reflux tout court, si c'était pas plus précis, des articles sur les régurgitations. Et je voulais juste vous parler de mon expérience que j'ai vécue avec mon fils, qui a été malheureusement atteint du reflux gastro-œsophagien jusqu'à ce qu'il ait 13 mois. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a découvert? Comment on l'a soigné? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses médecins? Bref, je voulais juste vous expliquer pour que mon expérience puisse vous être utile, parce que moi, j'ai juste trouvé que j'étais complètement démunie face à parfois l'incompréhension des médecins, il faut dire ce qui est, ou bien le refus de voir que mon enfant n'allait pas bien, et devoir chercher sur Internet des contenus qui sont plus ou moins pseudo-médicaux auxquels on n'est pas certain de pouvoir avoir confiance. Donc j'ai vraiment voulu partager ça pour que ça puisse être utile à d'autres parents, pères et mères, tout simplement parce que moi j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo au moment où je l'ai vécu. Donc mon fils est né en septembre 2018. Et il est né par césarienne. Et tout de suite à la maternité, à partir du moment où on a voulu lui donner un biberon, parce que je n'ai pas souhaité l'allaiter, à partir du moment où on a commencé à lui donner à manger, il a tout de suite régurgité son lait. C'est-à-dire que le lait sortait quasi immédiatement par sa bouche après le repas, comme plusieurs heures après le repas. Donc c'était non-stop. Dans les enfants que j'ai pu voir autour de moi qui avaient des régurgitations, Gaspard a eu une forme de régurgitation assez sévère, dans le sens où il fallait qu'on change son bavoir 10, 15 ou 20 fois par jour, tout le temps. On avait une quantité de bavoirs impressionnante. Et tous les jours, c'était machine sur machine pour justement pouvoir assurer le roulement dans les bavoirs. Et on en a commandé plusieurs fois parce qu'à force de les laver, ils étaient absolument plus. Enfin, ils n'absorbaient plus du tout, ils étaient dans un sale état. Il avait toujours un bavoir collé autour du cou. Le matin, quand donc nous on prenait notre petit déjeuner, on avait Gaspard dans les bras. Et donc mon fils s'appelle Gaspard. Et il avait un bavoir avec un bavoir en silicone avec un espèce de petit réservoir. Son réservoir était plein à peu près 3 ou 4 fois le temps que nous prenions notre petit déjeuner. Donc, juste pour vous expliquer à quel point c'était difficile, on ne pouvait pas le coucher, sauf 45 minutes après lui avoir donné son biberon, donc il devait s'endormir dans nos bras. Et dès qu'on le couchait, on savait qu'il régurgitait, donc on l'a mis quasiment tout de suite dans un transat, puisque pour son confort à lui, on ne pouvait pas le laisser allonger. C'était juste absolument pas possible. Donc pendant les 3 premiers mois de sa vie, voilà, c'était des reflux externes qui ne semblaient absolument pas le déranger. Euh, il refluait, ça sortait, mais il criait pas, il pleurait pas. Ça semblait inconfortable plus pour nous que pour lui, puisqu'il ne pleurait pas, il ne semblait pas souffrir particulièrement. Quand il a eu 3, 4 mois, on a remarqué que quand ça ressortait, c'était suivi d'un espèce de petit chouinement. On s'est dit, oula, ça a l'air de commencer à le chiffonner cette histoire. On a du coup été consulter sa pédiatre de l'époque qui nous a donné du polydilane, donc une petite noisette à donner avant chaque biberon. Ce que nous avons fait, et puis les jours ont passé et on se rendait compte que ça ne changeait rien du tout. Jusqu'au jour où le soir, quand on avait voulu le coucher, il hurlait et on sentait que c'était pas de la fatigue, il y avait un problème, on sentait qu'il souffrait énormément et surtout c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à nous rendre compte qu'il y avait un espèce de petit bruit, un petit bruit qu'on entendait dans sa gorge. C'est difficile à expliquer, mais c'est un espèce de petit mais très léger et on entendait que ça remontait. Donc on s'est dit, ça a l'air de remonter mais de pas sortir. Donc quand il a eu 3, 4 mois, ça s'est transformé en reflux gastro-œsophagien interne. Donc après avoir passé 2 nuits quasiment sans dormir, on devait rester debout avec lui contre nous, donc nous le gardions en porte-bébé et on faisait des mouvements de bas en haut très amples pour essayer de le calmer et faire en sorte qu'il puisse s'endormir.
On s'est dit non mais là il y a un problème, le médecin disait que c'était pas grave, mais on est retourné le voir en urgence en disant il faut qu'on vous voit aujourd'hui, là ça va pas du tout, il hurle. Nous on souffrait pour lui, on ne pouvait rien faire, rien ne le calmait. Il s'endormait d'épuisement et de douleur. Quand le reflux recommençait, il se réveillait, enfin c'était sans fin. Nous sommes donc allés voir son médecin, qui là a pris ça un petit peu à la légère en disant oh oui, bah vous venez juste me consulter pour ça. Oui, bon, bah on va essayer un petit traitement anti-acide. Donc il a eu un traitement anti-acide, c'était des petites gélules, on ouvrait la gélule et les petites granules tombaient sur du polysilane pour qu'elle puisse adhérer sur le biberon et qu'on puisse lui donner facilement. Et le traitement a donc duré de fin janvier à fin septembre 2019. Donc il a passé quasiment 9 mois sous traitement à avoir une dose de 5 millilitres, quelque chose comme ça. Enfin non, pas autant que ça, mais en tout cas les doses ne vous diront rien puisque en fonction des bébés, les doses ne sont pas prescrites de la même manière, ni les médicaments. Donc je ne parlerai pas non plus de médicaments, en tout cas sur les qui ne sont pas en libre service, puisque là, pour le coup, ce médicament-là était uniquement sur ordonnance et il fallait bien penser à le faire préparer par la pharmacie, puisqu'étant une préparation pour nourrissons, il fallait compter quelques jours de délai et s'il y avait un problème avec le laboratoire, ça pouvait même se transformer en une semaine d'attente pour avoir le traitement. C'est ce qui a pu nous arriver. Donc nous avons commencé le traitement et en 3 jours, il a cessé de pleurer. Donc le reflux externe n'a absolument rien changé. Il a continué à se vider de son lait jusqu'à... on n'a pas très bien compris à quel moment ça a coïncidé, plus ou moins avec le moment où il a commencé à vraiment se tenir debout. Il a commencé à marcher à 15 mois et demi, enfin marcher seul, mais il a commencé à se tenir debout avec un petit pousseur à 13 mois. Donc voilà, dans les semaines qui ont un peu précédé, pendant ce mois-là où il a commencé à se tenir vraiment debout, le reflux externe a complètement cessé, donc il a fallu être très patient. Honnêtement, c'était pas facile, donc je comprends, vous les parents qui subissez le reflux externe de votre petit, ça demande une vigilance de tous les instants, parce que il peut régurgiter sur ses habits, donc il faut le changer tout de suite. Il peut régurgiter par terre, risquer de glisser, ou vous pouvez risquer de glisser. Il peut régurgiter sur ses jouets sans que vous en rendiez compte, mais après ça crée des bactéries. Enfin, c'est une vigilance de tous les instants pour pas qu'il soit complètement humide et c'est pas bon pour lui non plus. Donc courage, je vous souhaite que ça passe le plus vite possible. Si votre enfant ne souffre pas, peut-être ne vous inquiétez pas trop, mais si vous avez le moindre doute, consultez et insistez, faites-vous confiance. On a tendance, je trouve, parfois à trop attendre des médecins. J'ai rien contre les médecins. Je parle de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre personnellement et je me suis juste sentie peu écoutée et peu comprise. Et heureusement qu'avec mon mari, nous avons beaucoup insisté, sinon mon fils serait resté à souffrir juste parce que le médecin se disait oh, c'est pas grave. Sauf qu'il a gagné en qualité de vie, il arrêtait de hurler et il a recommencé à avoir de la joie de vivre. Donc oui, il continuait de se vider à l'extérieur, mais ça en tout cas, il ne supportait plus cette espèce de reflux interne qui avait l'air de le brûler terriblement, sachant qu'en plus, il prenait aussi du Gaviscon avant chaque repas. Donc, il avait, à l'époque, quand il a commencé 4 biberons par jour, il avait du Gaviscon 4 fois par jour, avant chaque biberon. Et il avait du polysilane le soir, au moment de prendre son biberon, avec dessus les petites billes de son antiacide. Donc je sais qu'il y a des parents qui peuvent parfois avoir beaucoup de mal à réguler la quantité d'antiacide nécessaire pour que l'enfant se porte bien, ne souffre plus. Persévérer, vous allez trouver, parlez-en autour de vous, ça peut juste faire du bien aussi parfois de relâcher un peu la pression parce que quand on est tout seul face à la douleur de son enfant et que les médecins ne suivent pas ou que son entourage ne comprend pas, parlez-en à des gens bienveillants ou même ici sous cette vidéo, si ça peut vous aider, n'hésitez pas, il faut s'entraider quand on a à faire face à ce genre de situation. Donc voilà, après qu'il ait commencé à être traité en juillet 2019, nous avions fait un test d'arrêt de l'antiacide puisque
on n'entendait plus ce fameux petit bruit, donc on s'est dit peut-être que le reflux a disparu, le reflux interne, hein, parce que le reflux externe n'avait pas changé, mais le reflux interne avait peut-être un petit peu changé, donc on avait fait un test d'arrêt très progressif en 10 jours, donc chaque jour on diminuait un petit peu le nombre de billes qu'on lui donnait, finalement au bout de 10 jours on s'est rendu, même on voulait le faire sur 10 jours et au bout de 4 jours, on s'est rendu compte qu'il souffrait à nouveau quand il avait un reflux. Donc tout de suite, on lui a redonné l'antiacide, on n'a pas attendu. Et on a vraiment arrêté l'antiacide à partir du moment où il n'avait plus de reflux externe. Là, on a arrêté. Donc ça a coïncidé à peu près avec ces 13 mois. Ça s'est fait sur quelques jours. Donc voilà, ça a été une période qui n'a pas été simple, autant le reflux externe que le reflux interne. En tout cas, voilà, de mon expérience, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites-vous confiance si vous sentez que votre enfant, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que vous vous inquiétez trop, mais vous avez le droit, vous êtes parent. Allez consulter un médecin qui vous écoute, insistez si vous estimez que c'est de votre... Enfin, voilà, c'est votre droit, c'est vous les patients, c'est vous qui dites. Vous parlez pour votre enfant, voilà, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, persévérez. Je vais faire une autre vidéo sur ce sujet de la persévérance parce que Gaspard a dû porter un casque parce qu'il avait malheureusement le syndrome de la tête plate. Il avait une plagiocéphalie, c'est-à-dire que il est né avec un torticolis congénital et ce qui fait qu'il avait la tête toujours du même côté et à force d'être toujours du même côté, il a eu un petit côté de sa tête qui s'est malheureusement aplati, qui a progressivement un petit peu dévié la forme de son crâne. J'y reviendrai, mais là, à nouveau, heureusement qu'avec mon mari, nous nous sommes fait confiance pour aller trouver des solutions, parce que son médecin disait que ça allait passer tout seul, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Donc voilà, faites-vous confiance pour cette histoire de reflux. Vous verrez, ça va s'améliorer. Trouvez le bon traitement, persévérez, modifiez les doses, essayez d'avoir du relais avec de la famille si vous pouvez, pour avoir des nuits au moins de temps à autre, des nuits complètes. Ça, c'est des conseils que vous voyez tout le temps et je dis ça, mais nous, on ne l'a même pas vécu puisque notre famille n'habitant pas à côté de chez nous, on devait supporter les nuits difficiles à deux, mais on se relayait. Moi, je prenais la première partie de nuit et mon mari prenait la deuxième, puisque on avait la chance que moi, je sois moins difficile à réveiller en première partie de nuit et lui moins difficile en deuxième partie. Donc ça a été plus facile. Et toujours au niveau du reflux externe, c'est très ennuyeux effectivement pour lui et pour les parents d'avoir un bébé qui fait que ressortir son lait. D'ailleurs, sur cette information-là, on nous avait beaucoup dit, oui, mais vous verrez avec la diversification alimentaire, ça va passer, le fait de manger solide, il arrêtera de régurgiter. Ça a certes un petit peu amélioré les choses, puisque le fait d'avoir une masse dans l'estomac, c'est moins liquide, donc on n'a plus l'impression d'avoir un bébé qui ressemble à une bouteille dégoupillée, enfin une bouteille décapsulée qui fait que quand on la couche, bah oui, elle se vide. Donc certes, avec l'alimentation solide, ça a une légère amélioration, mais ça a été très léger. On a eu aussi le cas de changer de lait, puisqu'avant on lui donnait le lait qu'il a eu pendant jusqu'à ses 1 an. On en a essayé beaucoup. Et on a terminé avec le Gigose AR, puisque nous avions essayé un lait sans protéines de lait de vache, pour justement tester une éventuelle intolérance, puisque c'est possible. Apparemment, l'intolérance au lactose, enfin l'intolérance aux protéines de lait de vache, pardon, peut être une cause de reflux assez sévère. On a testé pendant 3 mois l'Allernova AR. On a eu bizarrement 2 semaines d'accalmie. On a été très surpris, donc on s'était dit, ok, bon bah voilà, c'était uniquement une intolérance aux protéines de lait de vache. Mais en fait, au bout de 2 semaines, c'est revenu. Apparemment, ça arrive fréquemment quand il y a un changement de lait d'avoir une vraie amélioration, mais c'est une amélioration qui restera très temporaire. Et étant donné que l'Allernova a été en rupture de stock pendant des mois, je me suis même retrouvée à devoir acheter des laits sur Vinted d'une mère qui se séparait de lait dont elle ne se servait plus. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai connu des parents qui ont dû se rabattre sur d'autres laits sans protéines de lait de vache. Enfin, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, donc courage. En tout cas, nous, on s'est dit, comme il y avait aucun changement et que tout était revenu au bout de 2 semaines de lait, au bout de 3 mois, on s'est dit non mais c'est bon, ça fait 3 mois que ça dure, ça fait 3 mois qu'on supporte un lait qui pue les croquettes pour chien. Gaspard n'aimait pas non plus ce lait. Enfin voilà, il y a un moment où
On s'est dit, ok, bah on repasse sur le Gigose et on a gardé le Gigose jusqu'à ce qu'on passe au lait troisième âge, qui est le Gigose normal. On avait testé les laits bio, on a testé, voilà, enfin bref, on a testé plein de laits, rien n'a fonctionné. Le seul Gigosaire, il l'a très bien supporté. Donc, je sais qu'il y a d'autres parents qui auront d'autres laits. Et voilà, il faut trouver ce qui est le mieux pour son bébé. Je ne peux pas vous conseiller de lait en particulier. Juste continuez vos tests. Simplement, nous, ce qu'on avait appris par rapport au test de lait, c'est que quand vous testez un nouveau lait, il faut quand même le tester plusieurs jours. Vous n'aurez pas forcément des résultats en 2 ou 3 jours. Ça peut prendre une semaine, voire plus. Donc quand vous testez un nouveau lait, il faut que l'enfant s'habitue à ce nouveau lait, que son corps s'habitue à ce nouveau lait. C'est pas anodin. À chaque fois qu'on a eu un changement de lait, on remplaçait une dose de l'ancien lait par la dose du nouveau lait jusqu'à ce qu'on arrive à l'intégralité d'un biberon avec ce lait-là. Donc le jour 1, on remplaçait une dose de l'ancien lait par une dose du nouveau lait. Le deuxième jour, c'était 2 doses, le troisième jour, etc. Donc si vous aviez un lait avec 7 doses par biberon, ça allait devenir un lait, enfin vous alliez passer au nouveau lait au bout de 7 jours. Autre point qui restera très important, c'est que j'ai entendu aussi, ah mais t'aurais dû l'allaiter, enfin quelque chose de très culpabilisant sur l'allaitement. J'ai connu des parents des mères qui avaient allaité, ça n'a rien changé, donc voilà, restons bienveillants entre nous, chacun fait ses choix, c'est pas facile et c'est même difficile pour beaucoup d'entre nous, pas forcément pour les mêmes raisons. Il y a certaines mères qui souhaitent allaiter, il y a certaines mères qui souhaitent allaiter qui ne peuvent pas allaiter, il y a des mères qui ne veulent pas allaiter, ce qui était mon cas, j'ai fait ce choix et je ne le regrette pas et on a essayé de trouver des solutions pour aider Gaspard à se sentir mieux. Euh, donc j'espère surtout que ces différents conseils vous auront été utiles ou en tout cas vous permettront de peut-être respirer un petit peu en vous disant ok, ça va peut-être s'arrêter, je vous le souhaite, il y a toutes les chances que ça s'arrête. Si vous pensez que votre enfant souffre, consultez en urgence, insistez, n'hésitez pas, insistez, insistez, insistez. On ne laisse pas son enfant souffrir. Je ne comprends pas comment un médecin peut dire oh, bon, ça aurait pu attendre. Non, mon enfant hurle. Je pense que si vous aviez une œsophagite, c'est-à-dire une irritation de l'œsophage, euh, bah oui, je pense que vous iriez consulter en urgence. Donc votre enfant, mon enfant, a une brûlure qui est tellement intense que ça le fait hurler. Je consulte en urgence pour mon fils, oui. Donc il y a un certain manque d'accueil et d'écoute de la part de certains médecins. J'espère que ça va changer. Aujourd'hui, on a changé de ville et on a trouvé un nouveau médecin qui est cette fois généraliste, pas un spécialiste pédiatrique, qui est très à l'écoute et disponible. Pas sur tous les sujets, mais bon, on ne peut pas non plus tout changer, mais en tout cas qui est bienveillant et qui fait attention. Donc voilà, je vous souhaite que ça se passe bien et que vous trouviez des solutions rapidement, mais faites-vous confiance, tout va bien se passer. Vous trouverez des solutions, votre enfant va aller bien avec le temps. Restez confiant, soyez patient, soutenez-vous avec votre conjoint ou enfin voilà la personne avec qui vous êtes en couple. C'est un travail à deux aussi. On en parle très peu, mais voir un enfant souffrir, ça renforce les liens du couple, mais ça les met vraiment à rude épreuve. On est on est épuisé, on est désemparé, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne se sent pas écouté, on se sent jugé par la famille, par les amis qui essayent de nous donner des conseils mais qu'on ne leur demande pas. Juste avoir de l'écoute, ça peut faire du bien et pas il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, gna gna gna. Non, la réalité c'est juste là j'ai besoin d'une épaule pour pleurer et me détendre. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour mon enfant et il souffre donc j'ai envie que ça s'arrête pour lui. Euh, Faites au mieux, prenez soin de vous, prenez soin de votre compagnon ou votre compagne, faites au mieux, ça va passer, je vous le promets, ça va passer, gardez le cap. Et je vous dis à bientôt, où on parlera de plagiocéphalie, de port de casque. Je vous ferai aussi une vidéo, je pense, sur la césarienne, puisque j'ai eu une césarienne. Enfin voilà, du partage d'expérience autant que possible sur des choses que j'ai pu vivre et des choses que j'aurais pu aimer qu'on me raconte. Je vous dis peut-être à bientôt et j'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.